Les chaussures carbone peuvent aussi créer des pathologies. Quelles sont les meilleures chaussures pour courir aujourd'hui ? Et après, on peut perdre les ongles, ça arrive très souvent. Ça m'est arrivé que des patients arrivent et là, je leur dis je peux rien faire pour vous, il faut aller se faire opérer. Voilà, c'est repéré. En fait, la course, ça devient de plus en plus cher. Il faut avoir un budget pour courir. Bonjour à tous et bienvenue dans Salle d'attente, votre nouveau podcast santé où l'on partira à la découverte de celles et ceux qui font la santé d'aujourd'hui. Ce podcast est produit par Erevo, organisme de formation qui a déjà accompagné plus de 50 000 professionnels de santé. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur erevo.fr. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Fantine Smag. Bonjour Fantine. Bonjour. Enchanté. Pédicure podologue qui va nous en dire un peu plus aujourd'hui sur tout ce qui entoure son métier. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce qui t'a poussé peut-être à devenir pédicure podologue ? Alors, ça a été en terminale. Donc, on avait tout ce qui est Parcoursup. De base, je m'étais dit que je voulais devenir orthophoniste. Et puis, finalement, j'ai commencé l'athlétisme. Il y a eu un de mes coachs qui était podologue. Et donc, j'ai eu des périostites. Donc, je me suis blessée, comme souvent, en première année d'athlétisme. Et il m'a dit d'aller le consulter. Là, je me suis rendu compte que podologue, c'était pas un médecin, c'était des études de paramédical, que les études étaient sur 3 ans, donc il n'y avait pas tout ce qui était concours de médecine, et que c'était surtout un métier très intéressant finalement, et pas basé seulement sur les pieds, comme on a tous des préjugés sur ça. Donc, je me suis rendu compte que c'était un métier qui était plutôt manuel et vraiment intéressant en lien avec l'athlétisme. Donc, vrai coup de foudre pour ce métier. Ouais, j'ai adoré. Donc, tu as décidé de te lancer directement après ? Oui. Après tes études. Ah oui, je me suis lancée directement après mes études. Je suis partie, j'ai fait Parcoursup. J'ai demandé plusieurs écoles. J'ai été acceptée à l'école d'Aix-Marseille. Et c'est vrai que quand j'ai commencé, je me suis dit, est-ce que ça va vraiment me plaire ? Surtout que quand je disais à mon entourage, je pars sur des études de podologie, on me disait mais les pieds, ça te dégoûte pas ? Mais t'es fétichiste ? Oui, il peut y avoir une connotation un peu voilà. bizarre avec les pieds. Et je me disais, mais est-ce que je vais rencontrer, est-ce que mes camarades de classe, ça va être vraiment que des fétichistes ? Comment ça va se passer ? Et finalement, j'ai été agréablement surprise. Est-ce que tu peux nous dire les études qu'il faut faire pour arriver à être pédicure podologue ? Alors, les études de podologie, déjà, c'est 3 ans. D'accord. Donc, c'est pas très, très long. Et par contre, c'est des études qui sont assez intenses. On fait quand même des belles horaires. Donc, il y a pas mal de théorie en première année. Donc, on va quand même avoir pas mal de cours sur la médecine, donc l'anatomie. Ça peut être un petit peu des sciences, pas mal de sciences. Et donc, ce qui est bien aussi dans ces études, c'est qu'on commence directement par la pratique. Donc, dès la première année, on va pratiquer sur des patients. Et ça nous permet de savoir si vraiment le métier te plaît. Exactement, si on va vraiment aimer le métier ou pas. Et c'est vraiment, c'est l'un des avantages de ces études. Quand même pendant mes études, j'ai quand même pas mal douté sur le métier. Parce que c'est vrai que les études, c'est pas toujours facile. On a souvent des examens, on est souvent noté, on a pas mal de critiques. Et donc, on se dit, mais est-ce qu'on est vraiment fait pour ça ? Est-ce que c'est vraiment quelque chose où je vais être bon dans ce métier ou pas ? Et finalement, ça a été vraiment quand j'ai commencé à travailler où je me suis rendu compte que oui, j'adorais ce métier. Donc, tu t'es directement lancé en libéral, c'est bien ça ? Oui. Tu n'es pas passé par la case salariée ? Non, en fait, en tant que podologue, on peut être salarié à l'hôpital, mais je pense que c'est 1% des podologues qui sont salariés à l'hôpital, et de toute façon, c'est jamais un temps plein. Donc, c'est une journée dans la semaine où on va dans des services pour, surtout, il peut y avoir plusieurs services, mais services en diabéto, pour les diabétiques. D'accord. Donc voilà, mais sinon, la plupart des podologues se lancent en tant que libéral. Donc Fantine, tu nous disais que tu avais 23 ans. Est-ce que ça a été compliqué de trouver une patientèle quand tu t'es lancée ? Alors, je me suis lancée déjà, donc j'ai pas ouvert mon cabinet. Je suis en collaboration, c'est-à-dire que je suis avec quelqu'un qui a ouvert son cabinet et je travaille avec lui. Donc, je lui verse une rétrocession à la fin du mois de mon chiffre d'affaires. C'est souvent entre 40 et 30%. Ça m'a permis, en fait, de débuter un petit peu sereinement, de pas me prendre la tête aussi sur penser à
tout le matériel, ouvrir un cabinet. Là, j'avais directement des patients, puisqu'en fait, souvent, quand on prend une collaboration, c'est qu'on est plein et qu'on a besoin d'aide. Et donc, ça a permis le fait que dès la première semaine, ma semaine était remplie. Tu avais déjà ta patientèle. Vous êtes Exactement. un peu associés, du coup. On est un petit peu associés. Okay. Oui, c'est presque ça. Voilà, sauf que je paye pas le cabinet, je lui verse une rétrocession. Mais c'est entre 30 et 40%, ce que tu me disais. Exactement. Tu viens de Marseille, à la base ? Je viens de Nîmes, à la base. Mais j'ai fait mes études à Marseille. Et donc, du coup, là, si je me trompe pas, tu habites et ton cabinet est sur Manduel. Exactement, sur Manduel, près de Nîmes. Je reviens un peu sur la patientèle. Tu nous disais donc que tu étais en collaboration, que c'était plus facile pour toi d'avoir une patientèle dès le début. Est-ce que des plateformes comme Doctolib aussi, c'est intéressant pour ce... Oui, c'est vraiment intéressant. C'est vrai que maintenant, beaucoup de patients vont en fait tout simplement sur Doctolib, regardent les premières disponibilités et en fait prennent rendez-vous avec nous. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est important. Moins chez les personnes âgées. Mais plutôt chez les jeunes. Plutôt chez les jeunes ou même adultes. Mais les personnes âgées, c'est Doctolib, c'est un peu plus compliqué pour eux. Mais oui, je pense que c'est vraiment une très bonne plateforme. Au niveau de l'installation, du coup, j'imagine que c'est beaucoup de matériel à avoir au sein du cabinet. Est-ce que c'est du matériel qui était déjà présent quand tu t'es installé ? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'installation en général ? Oui, alors donc par rapport au matériel, en collaboration, donc j'ai pas eu à acheter tout ce qui est matériel, par exemple, donc en podologie. Ça demande pas mal de matériel, donc ça va être les coussins emprunteurs pour faire les semelles, ça va être tout ce qui est l'unité de soins, tout ce qui est aussi bureau, tout ce qui encadre en fait le cabinet. J'ai acheté mon matériel pour les semelles. Donc pour faire mes semelles, c'est vrai qu'à l'école, donc moi je suis avec un collaborateur qui est un peu plus âgé. On n'a pas les mêmes façons de faire les semelles. Déjà, nous, on nous a appris à les faire en direct. Donc en un seul rendez-vous, les patients repartent avec les semelles et on n'utilise pas aussi le même matériel. Donc ce qu'on a fait, c'est que j'ai acheté mon propre matériel et il ne me prend pas de rétrocession sur ça. Donc à l'école, on nous apprend à connaître un petit peu le matériel, ce qui peut être intéressant. Et donc pour les patients, pour quelle pathologie utiliser ces matériaux. Mais c'est vrai que j'ai quand même, pour être honnête, j'ai quand même un petit peu galéré au début. J'ai fait 2-3 commandes où je me disais « Ah, mais j'ai vraiment commandé ça ?» Non, je pensais pas que c'était ça. Et au final, tout va bien. Au final, oui. Après, bon, c'est des petites commandes ratées, mais après, c'est normal. C'est le début. C'est le début. Donc du coup, par rapport aux semelles, est-ce que tu aurais une ou des anecdotes à nous raconter ? C'est par exemple une patiente qui vient donc pour faire des semelles. Et donc, je lui fais ses semelles, elle repart. Donc, quand je fais des semelles, à la fin, je leur explique toujours qu'il faut enlever la semelle de propreté. Donc, c'est la semelle de la chaussure pour remettre notre semelle. Ah, d'accord. Donc ça, c'est intéressant. Quand on met des semelles, il faut enlever la semelle de la chaussure et mettre notre semelle. Oui, la semelle de propreté. D'accord. Parce que c'est vrai que sinon, en fait, il faut prendre une autre taille de chaussure et c'est... Okay, très intéressant. Et donc voilà. Donc, je lui explique qu'il faut enlever la semelle de propreté. Je mets les semelles moi-même. Je montre un petit peu comment on les met dans les chaussures. Donc, je lui mets. Elle marche. Elle me dit que tout va très bien. Elle repart avec les semelles. Et elle m'envoie un message. Donc, quelques jours plus tard, en me disant « Ah, les semelles, j'arrive pas à m'adapter. Y a un problème. Je sens que ça va pas. » Donc, je lui repropose un créneau. Et donc, elle vient. Je prends les semelles, je regarde. Et en fait, elle avait mis la semelle à droite, à gauche, et la semelle gauche à droite. Okay. Donc, c'est vrai que dans ce cas-là, c'est un peu compliqué. Ça peut pas, le traitement peut pas trop fonctionner. Elle est montée chez l'opticien au-dessus. Voilà, c'est ça, exactement. C'était pas des semelles qu'elle avait besoin. Oui, peut-être pas, finalement. Les horaires d'une pédicure podologue, c'est quoi ? Ça varie. Ça varie pour chaque personne. Il y en a qui travaillent que 3 jours, d'autres 4, d'autres 5, d'autres 6. C'est beaucoup. D'accord. Et donc, nous, les horaires, ça dépend aussi du rythme de vie. Ce qui est bien, c'est qu'on est, entre guillemets, notre propre patron. Donc, on choisit nos horaires en fonction de notre rythme de vie. Souvent, on va quand même essayer d'avoir des horaires où on finit assez tard, puisqu'il y a beaucoup de patients qui travaillent et qui ne peuvent pas venir à 15h. Donc, voilà, pour mes horaires, moi, je fais du 9h et ça peut aller jusqu'à 20h.
20h30, des fois 19h. Donc, mais par contre, je me prends une grande pause entre midi et 2, ce qui me permet d'aller courir et de prendre une belle pause dans ma journée. Et ça divise la journée en deux et c'est plutôt pas mal. Après, c'est mon rythme de vie. Mais on a chacun notre rythme de vie. Si on veut terminer à 17h, on peut. Mais c'est on va dire les avantages d'être en libéral. Exactement. Et d'être son propre patron. Du coup, Fantine, tu nous parlais de course, que tu allais courir entre midi et 2. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette passion, du coup, qui occupe une place importante dans ta vie ? Oui, j'ai commencé à courir il y a environ 6 ans, donc avant de commencer mes études en tant que podologue. Et c'est vrai que je pratique ce sport quand même 6 fois par semaine, des fois 7 fois. Tous les jours. Donc c'est vrai que je pratique pas mal, je pratique de l'athlétisme. Donc ça peut aller sur course sur route, à la piste, au cross. Entre midi et 2, c'est une organisation, mais c'est une place importante pour déjà dans ma vie personnelle, d'avoir le travail, mais aussi j'ai cette passion. Est-ce que, du coup, quand tu t'échappes, on va dire, du cabinet entre midi et 2, tu vas courir sur une piste, tu vas courir dans la rue, qu'est-ce que... Je suis à 15 minutes de mon cabinet, donc c'est génial, puisque dans mon cabinet, j'ai pas de douche. Et donc, en fait, je rentre chez moi et je vais faire... Alors, ça dépend. J'ai souvent, quand j'ai une grosse séance, je me prends quand même des fois 2h30 entre midi et 2, puisque le temps d'aller faire la séance, de manger et de se doucher, ça prend quand même pas mal de temps et de retourner au cabinet. Donc, je me prends 2h30. Et quand j'ai seulement un footing, là, je me prends environ 2 heures. C'est toujours un petit peu speed quand même. Mais je vais courir sur les chemins à côté. J'ai de la chance d'habiter pas dans une grande ville, donc dans un petit village où quand même c'est assez agréable de courir. Tu peux là-bas. courir et c'est agréable sur des petits chemins. Pas de voiture. Pas de voiture, pas de feu rouge. Exactement. Très bien. Du coup, tu peux nous parler, ça peut être intéressant, je pense, pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, qui pratiquent la course ou qui veulent pratiquer la course. L'équipement, je sais que c'est très important, il y a beaucoup de marques, il y a beaucoup de modèles. Quelles sont les meilleures chaussures pour courir aujourd'hui ? Alors déjà, les meilleures chaussures, elles sont adaptées à vous. Donc, ce que je conseillerais, c'est d'aller dans des magasins en fait de running et d'essayer les chaussures. C'est vrai que maintenant, on achète beaucoup les chaussures sur Internet. On utilise le petit code promo, on se dit bon, ça sera moins cher qu'en magasin. Mais je pense que là-bas, il y a des spécialistes qui vont vous dire... vous aiguiller sur les chaussures à porter. Exactement, qui vont aiguiller sur les chaussures à porter. Prendre quand même toujours une pointure au-dessus, puisque à l'effort, le pied gonfle. Donc, c'est important de prendre une pointure au-dessus pour le sport. Des chaussures assez larges, qui vont pas vous comprimer en fait vos pieds et puis en fait voilà, c'est aussi en fonction de certaines pathologies. On peut jouer un petit peu sur le drop, le stack au niveau des chaussures. Donc, drop et stack. Le drop, c'est donc la différence de hauteur entre l'avant de la chaussure et l'arrière de la chaussure. D'accord. Et le stack, en fait, c'est la semelle et l'épaisseur de la semelle de la chaussure. C'est vrai qu'on voit beaucoup toutes les grandes marques sortir des chaussures avec des énormes semelles. Des carbones. Donc ça, c'est le stack ou le drop ? Les énormes semelles, c'est le stack. Okay. C'est que du marketing ou c'est vraiment un avantage, ces grosses semelles à l'arrière ? Est-ce que ça fait moins mal à notre corps ? Est-ce que ça nous permet peut-être de courir plus vite ? Il y a plusieurs types de chaussures. Donc, il y a les chaussures, par exemple, pour le footing. Donc là, ça va souvent être des chaussures qui sont assez lourdes, entre guillemets, avec des fois... Alors ça dépend, c'est personnel. Il y a les chaussures minimalistes. Il y a des personnes qui raffolent des chaussures minimalistes. C'est-à-dire qu'il y a, en fait, aucun stack, aucune épaisseur. Donc, c'était... la mode, il y a quelques années, ça allait beaucoup moins maintenant. Après, il y a les chaussures avec un peu plus d'épaisseur. Donc là, ça va être souvent des chaussures assez lourdes. Après, on a les chaussures d'entraînement qui sont plus légères. Et là, souvent, il y a peut-être une mousse qu'on ajoute, c'est un petit peu de technologie, qu'on ajoute pour qu'elle soit plus légère, mais aussi qu'il y a un petit effet rebond. Et il y a les chaussures carbone, dont on parle beaucoup, qui sont souvent... cher, donc ça peut aller quand même, ils ont pas mal augmenté les marques. 5, 6, 700 €, j'ai vu des paires moi qui allaient jusqu'à ce moment-là. Donc ça va souvent quand même de 150 aller pour des marques comme Keep Run, je sais pas si j'ai le droit de citer des marques, et ça peut aller quand même jusqu'à 500 € globalement. Souvent 700 €, je sais pas, je connais pas de chaussures carbone à 700 €. Non, c'est moi qui me suis fait avoir. Non, mais c'est vrai que c'est quand même un budget. Alors c'est beaucoup de marketing, mais il y a quand même un bel effet. Ça joue pas mal dans les performances. On le voit de toute façon en course à pied.
Et c'est vrai que les chaussures carbone peuvent aussi créer des pathologies. Donc, il faut faire attention à ne pas les surutiliser et ne pas les mettre à chaque entraînement, chaque footing. Même si ça permet de mieux récupérer, il y a d'autres effets. Mais faire un petit peu attention à changer les chaussures quand on court. Et pas utiliser. Selon le type d'entraînement, avoir plusieurs paires de chaussures à la maison. Ouais, avoir plusieurs type d'entraînement qu'on fait. Et aussi utiliser des chaussures adaptées à sa pratique, c'est-à-dire des chaussures pour la route. Prendre des chaussures exprès pour route et des chaussures de trail exprès pour le trail. Et voilà. Donc souvent, on demande des chaussures, des patients qui nous demandent des chaussures assez polyvalentes, mais c'est vrai que c'est mieux d'avoir plusieurs paires de chaussures. Très bien. Toi, donc chez toi, tu as pas mal de paires de chaussures. Je ne sais pas, je ne les compte pas. Très bien. On va revenir un peu sur la podologie. Apparemment, quand on regarde ses pieds, on peut en apprendre plus sur nous. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est une vérité ? Est-ce que c'est une légende ? Alors, ça dépend. Déjà, par exemple, avec nos pieds, si je vois des pieds, je peux pas dire quel métier Tu peux pas deviner un métier. Je peux pas deviner un métier. Je peux pas savoir exactement quel sport il pratique. D'accord. Par contre, en voyant des pieds, il peut avoir du rayon, donc c'est de la peau morte sur certains pieds. Et là, je peux voir où le patient appuie le plus. Par exemple, avec des pieds, je peux juste les regarder et me dire ah bon là, s'il a des durillons quand même sur l'extérieur du pied, ça veut dire que je pense qu'il marche quand même sur l'extérieur. Donc des durillons, pour ceux qui savent pas, les durillons, c'est une accumulation de peau sous le pied. Et c'est de la peau morte. On appelle ça de la peau morte. Et donc, toi, tu les enlèves ? Je les enlève en pédicurie. Parce que des fois, ça peut être douloureux. Donc, certaines fois, quand ça s'accumule trop, ça peut être douloureux ou il peut y avoir des corps. Des corps, c'est un petit peu comme des durillons, mais il y a un noyau. Okay. Et donc, et c'est souvent chez les coureurs, il y en a pas mal qui... avec donc les hyperappuis, des fois avec aussi les frottements des chaussures. Si c'est pas des chaussures assez larges, ça existe. Ça peut entraîner des durillons et ça peut entraîner des corps. Voilà, il y a pas mal de pathologies chez les coureurs. Souvent, ils n'ont pas des pieds magnifiques, puisque c'est vrai qu'il y a pas mal de contraintes. C'est leur instrument de travail. Exactement. Et je peux parler aussi de plusieurs pathologies qu'il y a chez les coureurs, mais souvent faire attention quand on va faire une course, à bien se couper les ongles assez courts et à prendre toujours une pointure au-dessus, parce que sinon ça va créer des chocs au niveau des ongles et ça peut créer des hématomes et après on peut perdre les ongles. Ça arrive très souvent chez les trailers ou les coureurs. Donc voilà, c'est prendre soin de ses pieds, c'est important. C'est important. C'est ça. Tu nous parlais de pédicure, donc pédicure podologue, oui. Le mot pédicure. Est-ce que c'est vraiment différent de la podologie ? C'est plutôt l'aspect esthétique ? Qu'est-ce que c'est la pédicure ? Alors c'est vrai qu'on a deux pratiques différentes. Donc, il y en a qui font que de la pédicurie et d'autres que de la podologie. Moi, j'adore, je fais les deux. C'est vrai que ça change un petit peu au quotidien. Donc, la pédicurie, ça va être plutôt tout ce qui... Alors, il y a plusieurs... dans la pédicurie, il y a plusieurs catégories. Donc, certaines personnes, certains patients vont venir pour donc, un soin des pieds. Donc, ça va être plutôt... pas vraiment de l'esthétique parce que nous on n'est pas esthéticiens, mais ça va être parce qu'ils ont des durillons, donc ce qu'on expliquait avant, donc des durillons, des corps ils vont pas trouver ça joli, des ongles qui s'épaississent. Donc là ça va être plutôt un soin global. Il y en a qui viennent aussi parce que les durillons et les corps, comme on en parlait tout à l'heure, c'est douloureux à la marche, et donc ils viennent pour les enlever. Tu les enlèves. Et c'est vrai que il y en a qui ont plus de facilité à avoir des durillons au quotidien, dû à leur appui. Et après, il y a d'autres catégories, comme il y en a beaucoup qui viennent pour des ongles incarnés. Donc là, les ongles incarnés, c'est des patients qui se sont mal coupés les ongles. Donc il y en a qui viennent à des stades plus ou moins avancés. Donc si vous avez un début d'ongles incarnés, venir directement chez un podologue et ne pas attendre que ça s'infecte, puisque là après ça peut devenir dangereux. Oui, ça m'est arrivé que des patients arrivent et là je leur dis je peux rien faire pour vous, faut aller se faire opérer. Ouais, c'est opérer. Donc il y a pas. C'est hyper douloureux en plus. Oui, en plus c'est très douloureux. Donc souvent les patients ils peuvent plus mettre de basket.
parce que c'est donc vraiment... ne pas attendre de plus mettre de basket pour venir te voir. Venir un peu avant. Et après, il y a une autre catégorie, c'est les verrues. Donc les verrues, donc nous, on s'occupe que des verrues au niveau des pieds. Et donc, voilà, on va mettre un verrucide. On ne fait pas comme les dermatos. De l'azote avec de l'azote. Non, on n'a pas encore le droit. On espère avoir le droit dans les prochaines années. C'est quelque chose qui est en pourparlers, en discussion? Ouais, c'est en discussion. D'accord. Donc, c'est vrai que ça serait pas mal, puisqu'à l'azote, c'est quand même plus facile pour enlever une verrue. Très bien. Donc, du coup, ça, c'est pédicure et podologue. Donc, c'est plus axé semelle. Ça va être un patient qui va venir. Donc, souvent, ils viennent pour une blessure. Et donc, suite à un sport ou pas. Hein. Et donc, là, on va essayer de comprendre. Au premier abord, on va essayer de comprendre pourquoi il s'est blessé. C'est la première phase. Après, on va essayer de faire... Donc, on va faire un bilan podologique. Donc, on va observer sa posture. On va observer s'il a des faiblesses musculaires ou pas, s'il a des hyperappuis. Donc, tout ça, on le fait avec... Hyperappuis, c'est... Des hyperappuis, c'est par exemple s'il va... je vais prendre un exemple. Si quelqu'un a une douleur au talon et qu'on voit, donc on a du matériel, ça s'appelle une baropodométrie et qui va nous permettre de regarder où est-ce qu'en fait le patient il appuie le plus, etc. Et donc s'il a mal au talon et qu'on voit qu'il appuie quand même beaucoup sur ses talons, et donc là on peut se dire effectivement ça peut être lié à ça. Donc voilà, on va faire un bilan podologique, on va l'observer aussi en train de marcher, en train de courir, puisque c'est vrai qu'en statique, donc quand on bouge pas, on peut pas voir grand chose. On a une autre posture qu'en dynamique, et souvent les patients ils ont mal quand ils sont en dynamique, donc c'est très important aussi de les regarder en train de marcher, en train de courir. Et donc suite à ça, on va regarder on va regarder s'il y a vraiment besoin de semelle ou pas, et on va mettre un plan d'appareillage. Donc dans le plan d'appareillage, on a plusieurs éléments dans une semelle, et on va essayer de se dire là il a besoin, en fonction du bilan podologique, là il a besoin de cet élément qui pourrait l'aider dans sa blessure, et donc c'est comme ça qu'on fait des semelles. Très bien. Du coup, c'est ça. Tu me parlais de blessures, mais je sais c'est fréquent des blessures au genou avant d'avoir les blessures au pied. Est-ce que vous avez un bilan partagé? Est-ce que il y a vraiment on va dire, une aide pluriprofessionnelle avec des autres professionnels de santé comme des kinés qui vous aident justement à déceler des blessures? Est-ce que vous avez un bilan partagé? Oui, alors donc déjà c'est très important quand on va chez un podologue d'amener tous les examens complémentaires, donc radio, écho, donc tout ça à côté, donc avec tout ce qui est kiné. Donc c'est vrai qu'on travaille en pluridisciplinarité, c'est-à-dire qu'on travaille avec les kinés, les ostéos. Donc souvent, un patient va avoir besoin de semelles, mais sans rééducation. S'il a une faiblesse musculaire, sans rééducation, ça sera pas magique. Donc il faut qu'il aille voir un kiné. Ou des fois, on va déceler le bassin. On peut se rendre compte que le bassin est un petit peu décalé. D'accord. Ou qu'il va avoir des douleurs au niveau de cervical, dos. Et on peut l'emmener chez un ostéo, se dire les semelles vont aider, mais il faut que tu ailles voir aussi en ostéo. Donc, on travaille quand même en pluridisciplinarité. C'est pour ça que je suis dans une maison médicale. Et donc, il y a des ostéos, des kinés. Voilà, c'est ça, j'allais en venir là. C'est ça, donc tu l'envoies au 3e étage ou au 1er étage. C'est ça, genre, alors là, il faut aller voir le kiné du 2e étage. Ok, ouais, donc travaillez tous ensemble. Donc, il y a une entraide aussi entre professionnels de santé. Oui. Donc, et puis, on est quand même un métier assez solitaire. Même si on voit des patients toute la journée, c'est vrai que d'avoir des collègues de travail, c'est génial. C'est important. Et c'est important. Et donc, ça nous permet d'avoir des collègues de travail, même si souvent, on est quand même dans notre cabinet. Mais si on peut se croiser, discuter, et c'est plus agréable. Tout à l'heure, tu nous parlais de périostite. Oui. Donc, c'est une des pathologies peut-être les plus rencontrées, les plus connues. Oui. Qu'est-ce que c'est la périostite tibiale? Donc, la périostite tibiale, c'est quand même une douleur qui est au niveau du tibia qui apparaît, puisqu'en fait, en course à pied, souvent on parle de périostite pour les coureurs. La course à pied, il y a pas mal de contraintes. Et donc, ça peut développer des petites pathologies comme les périostites tibiales qui apparaissent aussi quand on va se mettre à courir que sur de la route ou que sur une piste d'athlétisme. Donc, les chocs sont quand même moins bien encaissés que sur des chemins, globalement. Et donc, c'est une douleur au niveau du tibia et qui est quand même assez récurrente. Donc, chez les sportifs. Petite pause, vu que l'on parle de
périostite tibiale. Si vous aussi, vous êtes pédicure podologue comme Fantine, vous pouvez retrouver cette formation sur erevo.fr dans différents formats, classe virtuelle, e-learning, bien entendu, totalement prise en charge et indemnisée. Allez, on reprend. Mais il y a d'autres pathologies. C'est quoi les pathologies que tu rencontres le plus dans ton cabinet? Je pense qu'il y a quand même... ça serait plutôt la ponévrosite plantaire. Donc, c'est vraiment une douleur au niveau du talon. Et comment tu dis la ponévrosite. Ponévrosite. La ponévrosite plantaire. Ok. Il y a la fasciite plantaire, donc ça c'est plutôt au niveau de la voûte plantaire. Et il y a la ponévrosite plantaire, donc c'est au niveau du talon. D'accord. C'est quand même une pathologie assez récurrente. Mais par contre, je trouve ce sont quand même des pathologies assez différentes. Et puis, on a pas mal de profils en tant que podologue. On n'a pas du tout que des sportifs. On a des enfants. Donc, il y a tout ce qui est maladie de croissance. Donc, quand on est enfant, il y a tout ce qui est maladie de sévère. La maladie de sévère, c'est souvent chez des patients qui sont assez sportifs, des enfants entre 10-15 ans qui sont en pleine croissance et qui vont faire pas mal de sport et qui vont avoir des douleurs au talon. Et donc là, on va essayer ils doivent diminuer le sport, évidemment, un petit peu, mais on va essayer de faire des semelles pour faire en sorte qu'ils aient moins mal. Donc voilà, il y a pas mal de pathologies. Moi, je sais que je connais quelqu'un qui est né avec les pieds beaux. Ok. C'est les pieds qui sont retournés. Dans ce cas-là, c'est un podologue qui s'occupe dès la naissance du nourrisson. Comment... Pas du tout. Ou c'est un stade un peu plus haut et non, ça va quand même un petit peu plus haut. Là, ça va être plutôt tout ce qui est kiné. Il va avoir de la rééducation. D'accord. Et donc des semelles par la suite. Mais c'est vrai que c'est de la rééducation et dès le plus jeune âge. Donc nous, on s'en occupe plutôt. C'est plutôt les conséquences après du pied beau où on va plutôt pouvoir... Dans la rééducation. Dans la rééducation, mais plutôt après, finalement. Tu nous as parlé de semelles. Oui. Les semelles, moi je sais par exemple j'ai les pieds plats. J'ai mis des semelles quand j'étais jeune. J'en mets plus. Je sais que c'est une bêtise. Quand est-ce qu'on doit s'alarmer et qu'on doit venir te voir en te disant voilà, Fantine, j'ai besoin de semelles. Comment on l'aperçoit? Alors déjà, un patient qui a un pied plat, s'il n'a pas de douleur, c'est pas la peine de venir nous consulter pour un pied plat. Puisque, en fait, on a tous notre morphologie, mais notre corps s'adapte très bien. C'est comme une jambe plus courte que l'autre. Pas forcément besoin de semelles s'il n'y a aucune douleur. Par contre, si suite à une jambe plus courte que l'autre, pour détecter une jambe plus courte que l'autre, il faut que ça soit... pas aussi facile. Ça arrive souvent, ça, que des personnes aient une jambe plus longue que l'autre? Oui. C'est assez fréquent, d'accord. C'est assez fréquent, mais ça ne veut pas dire qu'il y a besoin de semelles, forcément. Mais ça entraîne un déséquilibre? Ça peut entraîner un déséquilibre, et là, ça peut expliquer, par exemple, parce qu'on va toujours essayer de comprendre pourquoi la pathologie est arrivée. Donc là, ça peut expliquer, effectivement... pourquoi cette pathologie est arrivée. Si on remarque qu'il y a une jambe plus courte que l'autre, est-ce que ça a pu jouer sur la pathologie? Mais c'est pas parce qu'on voit une jambe plus courte que l'autre qu'on va faire des semelles. On va faire des semelles pour des patients qui ont des douleurs. Et donc le but, ça va être qui portent la semelle pendant cette période de douleur, réduire peut-être l'inflammation ou les aider. Mais après, c'est un travail de rééducation et faire en sorte que le patient, il garde pas les semelles toute sa vie. D'accord. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'un enfant va avoir des semelles qu'il va les garder toute sa vie. Et c'est pas parce qu'un enfant aussi a des pieds plats, puisque jusqu'à 6 ans, c'est physiologiquement normal d'avoir des pieds plats. Donc, c'est pas besoin de venir à 4 ans, 5 ans. Oh, mon enfant a un pied plat, il a besoin de semelles. Non, il a pas besoin de semelles. Il y a des patientes ou des patients qui souvent insistent pour avoir des semelles, pour que leur enfant ait des semelles, parce qu'il a un pied plat. Et souvent, quand je refuse, ils me disent « Ah, mais si, mais on a vraiment besoin de semelles. » C'est une légende. Non, c'est une légende. Okay. Voilà. C'est bien de le savoir. Voilà. C'est très important. Au moins, on le sait. Au niveau des semelles, ça a un coût, les semelles. Est-ce que c'est remboursé par la sécurité sociale? Alors, la sécurité sociale rembourse 28,70 €, environ pour une paire de semelles. D'accord. Une paire de semelles qui coûte en généralement 150 €. Alors pour moi, chez moi, ça sera 150 €. Ça peut aller de 120 à 200 €. Moi, je facture 150 €, mais il faut savoir que c'est 50 € entre guillemets le bilan podologique et 100 € la paire de semelles. Et nous, au niveau du matériel, souvent, alors ça dépend. Si le patient fait du 46, c'est pas pareil que si le patient fait du 32, 33 pour les enfants. C'est pour ça qu'on a des prix pour les enfants et des prix aussi
aussi pour Adultes. les adultes, exactement. Ou pour les enfants qui ont des grands pieds. Ou pour les enfants qui ont des grands pieds. Non, souvent on dit au-dessus de, par exemple, 37, on considère que c'est adulte, et en dessous de 37, on considère que c'est plutôt des enfants. Mais avec les matériaux, donc ça dépend toujours du fournisseur, de la qualité des matériaux, mais on en a environ pour 30 € la paire de semelles, je dirais. Mais c'est variable, ça peut aller à 20 €, à 40 €. D'accord. Mais si je devais donner une fourchette, c'est environ 30 € la paire de semelles. Donc, du coup, le patient est remboursé à hauteur de 30 € par la sécurité sociale, donc c'est pas énorme, malheureusement. Il lui reste un reste à charge de 120, 110 oui. €. Après, souvent, la mutuelle rembourse une paire de semelles par an. Pour la plupart des mutuelles, alors je vais pas dire de bêtises, mais souvent les mutuelles remboursent une paire de semelles, ou en tout cas 80 €. Donc, on peut s'en sortir avec gratuitement. Enfin, pas gratuitement, mais en prise en charge. Exactement. Est-ce que tu as déjà eu des soucis de paiement avec des patients ? Au début, quand je suis arrivée en tant que podologue, donc à l'école, on fait des soins à d'autres patients, mais eux, ils payent moins cher et nous, on n'est pas payés. D'accord. Donc, on fait des soins et des semelles de la première à la 3e année. Et donc, quand je suis arrivée dans mes débuts, j'avais ce sentiment de gêne quand on me payait. Je me disais, mais en fait, c'est ce que je faisais à l'école. Pourquoi on me payerait pour ce que je faisais déjà pendant mes 3 ans ? Et je pense que les patients l'ont peut-être ressenti. Et j'avais pas mal de patients, quand ça arrivait au paiement, ils me disaient, ah ben non, mais j'ai pas les sous sur moi, en fait. Okay. Et donc, je leur disais, ah ben c'est pas grave, repartez avec les semelles, parce que là, vous avez mal quand même. Donc, repartez avec les semelles et vous venez me payer quand c'est le début du mois, quand vous recevez votre salaire. Bon, bah, ils revenaient jamais. Donc, j'ai compris que maintenant, il faut un petit peu garder les semelles, ou en tout cas, ne pas les donner. Être plus sévère. Et un petit peu être plus sévère, apprendre un petit peu à se faire respecter aussi par les patients. Donc faire passer un message, s'adresser et leur dire « Rendez l'argent à Fantine. On rend l'argent. Rendez l'argent !» Non, surtout qu'on travaille. Et une paire de semelles ça coûte du matériel. Donc, quand on fait des semelles... Oui, bien sûr. Donc, maintenant, tu arrives à être plus carré et l'argent tout de suite. L'argent avant les semelles. Non, je donne les semelles, je les fais essayer, et puis après, si ça leur convient, voilà. Tu nous parlais d'hygiène tout à l'heure, que tu ne voyais pas que des pieds grecs. Donc du coup, est-ce qu'il y a une préparation à faire avant de venir te voir ? Par exemple, moi je sais que quand on va chez le dentiste, il faut se brosser les dents. Est-ce qu'il faut se laver les pieds avant de venir chez toi ? Alors, pour la pédicurie, même en vrai pour la podologie aussi, c'est mieux de venir avec les pieds lavés. C'est plus agréable pour nous. Après, la plupart des patients, honnêtement, ils le font. Okay. Donc, voilà, ils pensent à ça. Comme chez le dentiste, on pense à aller se brosser les dents. Les patients le font. Et pour tout ce qui est aspect podologie, il y a quand même plusieurs choses à savoir avant de venir nous consulter. Donc, c'est déjà ramener tous les examens complémentaires. Donc, radio, écho, ça, j'en avais parlé. Comme on disait tout à l'heure, oui. Souvent, venir en short aussi, c'est plus agréable pour le patient. Comme ça, pour regarder la posture, short, brassière pour les filles, pour regarder un petit peu la posture tout en étant à l'aise. Venir aussi, alors ne pas venir chez le podologue avec des sandales. Okay. Parce qu'on ne met pas de semelles pour des sandales. Donc, chaussures d'été, chaussures ouvertes. C'est pas possible pour nous de mettre des semelles. Très important, donc, ne venez jamais en sandales. Voilà, venez en basket. Venez avec vos baskets de sport. Donc, si par exemple, vous avez 4 chaussures d'entraînement, vous faites de la course à pied. On vient avec les 4 chaussures. Vous venez avec les 4 chaussures. Vous venez aussi avec vos chaussures de ville que vous portez tous les jours. Mais voilà, très important de... Pas de sandales. Pas de sandales. D'accord, donc oui, un peu se laver les pieds avant de venir chez toi. Important. Oui, ça, c'est mieux pour nous. C'est mieux pour vous. Du coup, tu nous parlais de sandales. L'été arrive. Est-ce que déjà les sandales, est-ce que c'est quelque chose de bien pour les pieds ? J'ai entendu que c'était pas forcément la meilleure chose pendant les Birkenstock, etc. Est-ce que ça fait du mal à nos pieds ? Alors déjà, on va commencer par les claquettes. Les claquettes, c'est vrai que c'est pas l'idéal, puisqu'en fait, à chaque fois, ça met un choc au talon. Donc souvent, ça va créer, par exemple, de la corne au niveau du talon. Donc c'est pas idéal, même tout ce qui est... au niveau de la cheville, du maintien, c'est pas l'idéal non plus. Les sandales, après c'est l'été, donc la plupart des patients mettent des sandales. Donc si c'est possible de mettre des bonnes sandales, donc peut-être avec une petite semelle qui maintient quand même un petit peu le pied, un minimum. Pas des chaussures où le pied tape contre la chaussure, c'est pas bon. Non, c'est pas très bon pour le pied. Donc même voilà. Vous même marcher pieds nus ? Pas du tout.
Il faut, si vous marchez pieds nus, c'est vrai qu'il faut faire attention parce que pieds nus, c'est pas l'idéal non plus. Alors non, pieds nus, ça peut être très bien, mais il faut y aller progressivement. Donc, c'est-à-dire la peau s'habitue. Oui, après, parce que souvent, en fait, nos muscles intrinsèques du pied, donc les muscles qu'on a au niveau du pied ou extrinsèques, ils sont un petit peu endormis. Donc, y aller progressivement. Tu nous parlais au début de ta passion pour la course. Donc, ça occupait une place vraiment très importante, que tu allais courir tous les midis. Est-ce que tu fais de la compétition ? Oui, je fais de la compétition. Donc, oui, je fais de la compétition. Là, actuellement, c'est la saison sur piste. Donc là, ça va être... là, je reviens d'une compétition. Hier, j'étais à une compétition à Monaco. À Monaco, donc sympa. voilà, je fais des petits voyages. Sympa. Et donc, oui, ça occupe quand même une partie importante. Et là, pour le coup, c'est des chaussures. On a des chaussures différentes. On a des pointes sur piste. Donc, par exemple, dans les pointes de piste, c'est plus compliqué quand même de faire des semelles. Mais c'est possible. Et donc, oui, je fais des compétitions régulièrement, toute l'année. Donc, ça peut être sur route, cross. Donc, ton programme, c'est entraînement et compétition. Exactement. Là, il y a souvent une période de gros entraînement et après une période de compétition. Donc là, on va arriver sur la compétition d'accord. Donc, hier, estivale. compétition à Monaco. Ouais, à Monaco, d'accord. Un petit 3000 mètres sur piste. 3000 mètres, d'accord. Et tu as fini ? En 10 minutes 47. Donc, belle voilà. Oui. Les gens qui ne connaissent pas dans l'athlétisme, ils peuvent rien se dire. Mais voilà, une belle rentrée. C'était ma rentrée. Tu as fait le Marseille-Cassis en 1h27. Oui. Magnifique performance. Merci. Bravo. Tu t'étais beaucoup entraîné avant de le faire ? Oui, alors il y a souvent en l'été une période de coupure. Parce qu'il faut un petit peu couper, donc 2-3 semaines. Et donc là, c'était un petit peu ma reprise d'entraînement. J'avais repris l'entraînement mi-août. Et donc la course arrivait en octobre. Oui, je m'étais quand même bien préparée pour cette course. Et j'avais aussi des lièvres. Donc j'avais des personnes avec qui courir. Ça a été, et l'ambiance, c'était génial. Donc j'ai adoré cette course. Les lièvres, on appelle ça les personnes qui courent à côté de toi. Et c'est des amis à toi souvent. Exactement, qui vont essayer de mener... t'encourager. Mener dans l'allure. On essaye d'être derrière eux. Ils sont comme en vélo. En vélo, on appelle ça les valets. Oui. Et là, c'est oui, c'est vrai. Et là, du coup, c'est les lièvres. Oui, il n'y a pas... Non, je ne sais plus, c'était un autre... C'est les valets, le terme Les valets ou les... c'est... On demandera. J'ai oublié ce terme. On demandera à la prod. Mais il y avait un autre terme aussi. Du coup, donc bravo. Très Merci. belle perf. Donc, être bien préparé, mais surtout une question de mental aussi. Toi, comment tu te prépares à des courses comme ça ? C'est hyper intense. J'imagine que tu as fait le Marseille-Cassis en 1h27. Tu as dû faire aussi des courses qui ont duré plus longtemps, peut-être 3, 4, 5 heures, je ne sais pas. Peut-être que je dis n'importe quoi. En fait, pour l'instant, je me concentre sur la vitesse. D'accord. Mais c'est vrai que dans mes projets, j'aimerais bien faire un marathon. Mais le marathon, c'est quand même c'est une sacrée distance. Donc, prendre le temps aussi d'encaisser un petit peu la charge en course à pied. J'ai commencé par des 5-10 km. Là, je fais un petit peu de vitesse sur la piste. Et j'ai fait un semi. Et pourquoi pas dans les prochaines années, un marathon aussi. Mais, donc, tu sais dans un coin de ta tête et tu te dis pourquoi pas. C'est ça. On parle de marathon, même la course à pied en général, c'est devenu, on va dire, une mode. Oui. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu penses que des gens font ça un peu pour se montrer peut-être sur les réseaux, qui font du sport, etc. et pas forcément par passion ? Et est-ce que c'est dangereux ? Du coup, est-ce que ça peut être dangereux pour des personnes qui font ça, d'être mal équipées et de partir en marathon sans avoir un entraînement spécifique derrière ? Oui, c'est vrai que c'est entre guillemets la mode en ce moment. Donc c'est très bien que les personnes se mettent au sport, activité physique, découvrent la course à pied, puisque c'est quand même un sport qui demande peu d'équipement, des bonnes chaussures quand même, mais on peut sortir faire de la course à pied devant chez soi. Exactement. Par contre, c'est vrai qu'il y avait un souci, c'était qu'il y a eu le marathon de Paris. Et donc, il y a eu des influenceurs qui ont couru ce marathon avec 3 semaines de préparation, ou 2 mois. Et c'est vrai que pour moi, avant de faire un marathon, il faut au moins avoir couru au moins 6 mois, le temps que le corps s'habitue à la charge de la course à pied, puisque c'est quand même chaque impact, il y a au moins 2,6 fois le poids du corps. Donc à chaque impact, c'est quand même assez traumatisant comme sport. C'est différent du vélo, où le vélo, il n'y a pas de traumatisme. Là, en course à pied, c'est assez traumatisant. Donc un marathon, c'est pas à prendre à la légère, puisqu'il y a le côté nutrition à côté, le côté
équipement. Et c'est vrai que effectivement, il y en a qui l'ont terminé. Donc après, avec 3 semaines de préparation, mais ça a des impacts énormes sur le corps. Donc ça va être tout ce qui est blessure. Donc, toi en plus, c'est pas n'importe quoi ce que tu dis, c'est ton métier. Donc tu as dû voir des gens peut-être qui sont venus te voir en te disant j'ai mal au pied. C'est normal, tu t'es entraîné que 3 semaines au lieu de 6 mois et tu t'es couru un marathon. En course à pied, la charge d'entraînement doit être progressive. Donc, c'est vrai qu'il faut commencer petit à petit un entraînement. Puis après, on court 1 à 2 fois par semaine, puis après 3 fois, et augmenter la charge progressivement. Et c'est vrai que quand on se lance dans une prépa marathon, si on n'a jamais couru avant, et souvent une prépa marathon, on dit que c'est 12 semaines. Si on n'a jamais couru avant ces 12 semaines, je pense que c'est un petit peu compliqué, qu'il y a beaucoup plus de risques de se blesser. Et puis, terminer aussi, faire une course dans la douleur. C'est bien de dire qu'on est marathonien, mais il faut aussi savoir profiter de la course. Et je pense qu'avec une préparation de 3 semaines, on profite pas. On subit la course. Donc, et puis, même en fait, on n'en parle pas au niveau de la santé, mais il y a quand même eu des arrêts cardiaques qui arrivent. On peut faut pas prendre mourir. Il faut pas prendre. C'est un sport à part entière. Oui. C'est une discipline. À ne pas prendre à la légère. Il faut être humble. Exactement. Un petit peu. Il faut essayer de se dire, c'est pas en 3 semaines que je peux réussir à faire un marathon. Du coup, c'est ça parce qu'on parle de ça, de cette mode, et ça se voit aussi un peu sur... Je vois des prix exorbitants. Moi, la dernière fois, j'ai un ami qui voulait courir, même pour le Marseille-Cassis, et les dossards se revendaient une fortune. Ouais, est-ce que ça, c'est quelque chose aussi que tu vois, toi qui fais de la course souvent? Est-ce que c'est... Oui, mais ça fait 6 ans que je fais de la course, et donc je le vois vraiment. Déjà, au niveau des dossards, il y a plus trop de dossards. Avant, par exemple, je prenais mon dossard la veille d'une course. C'était possible. Maintenant, c'est plus le cas. Même pour les petites courses de village. Aussi, il y a tout ce qui est... au niveau des dossards, c'est un peu compliqué puisqu'ils augmentent les prix. Donc, en fait, la course, ça devient de plus en plus cher. Il faut avoir un budget pour courir. Le marathon, c'est quand même aussi... le marathon de Paris, les dossards du marathon de Paris sont quand même assez chers. Pareil pour Marseille-Cassis qui augmente les prix, mais c'est normal puisque là, les dossards pour Marseille-Cassis sont partis en peut-être 5 minutes. Okay, donc en fait, il y a un engouement. Il y a un engouement et donc les organisateurs augmentent et même en augmentant, ça part en si peu de temps. Donc effectivement, c'est plus compliqué pour nous d'avoir des dossards. Est-ce que tu as, pour finir, des conseils à donner aux personnes qui veulent prendre soin de leurs pieds? Les conseils que je donnerais, ça serait vraiment au niveau du chausson, prendre des chaussures assez larges. Les talons aiguilles, c'est pas le top. Donc voilà. Sinon, il y aurait aussi crémer ses pieds tous les jours. C'est comme notre visage. C'est important de les crémer déjà, puisque la peau est plus abîmée quand même au niveau des pieds. Et ça évite, par exemple, tout ce qui est corps et durillon, comme on avait parlé. Bien couper donc au niveau des ongles, les couper assez courts. Ne pas arrondir dans les bords. C'est ça qui peut créer des ongles incarnés. Et puis voilà, ce serait à peu près les conseils. Bien. Et là, le type de crème, le genre de crème pour se crémer les pieds? Honnêtement, il y a des crèmes pour les pieds qui existent. Donc on va à la pharmacie, on demande la crème pour les pieds. Mais pas même, en fait, n'importe quelle crème. La petite crème Nivea peut fonctionner aussi. Nickel. Donc, il faut les crémer. Se crémer les pieds tous les soirs, se couper les ongles. Correctement. Pas de talons aiguilles. Oui, on évite. À part en soirée, pour se faire plaisir. Allez. Et à la fin, c'était... Des chaussons assez larges. Donc, pour pas comprimer les pieds. Voilà. Et ben voilà, on a toutes les petites astuces pour prendre soin de nos pieds. C'est parfait. Top. Merci à tous de nous avoir suivis sur YouTube et sur toutes les plateformes d'écoute. C'était le premier épisode de Salle d'attente. On recevait Fantine Smag. N'hésitez pas à activer la cloche de notification. Et si vous aussi, il vous est arrivé des anecdotes ou si vous avez des choses à nous raconter, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Ça nous donnera de la force. Fantine, merci beaucoup. Avec plaisir. C'était un plaisir de te recevoir. On a appris plein de choses. Et on espère te revoir, pourquoi pas très bientôt sur Salle d'attente. Merci. Merci beaucoup, merci à tous et aux patients suivants. Elle est nickel. Eh bien. Elle est nickel. On peut s'applaudir. Je vais faire des petites photos.